Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Un conseil des ministres a été présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara ce mercredi. Il a été annoncé un projet de centrale solaire à Katiola, un projet qui s'inscrit dans la politique d'énergie renouvelable en Côte d'Ivoire. Le drame ce mercredi, un éboulement a fait 6 morts à Atekoubé après les fortes pluies de la nuit dernière. Une maison s'est effondrée, les secours et les autorités étaient sur place. Et puis le Burundi enregistre une arrivée record de réfugiés venus de la RDC. Les camps sont sous pression, l'aide américaine diminue. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a présidé ce mercredi un conseil des ministres. Parmi les sujets examinés, un projet de centrale solaire à Katiola dans le Hombol. Objectif atteindre 45% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique. Les précisions de Pierre Dipomela. La Côte d'Ivoire poursuit son mix énergétique. L'objectif est d'atteindre la barre des 45% des énergies renouvelables d'ici 2030. Au Conseil des ministres de ce mercredi, présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara au palais de la présidence, un décret portant approbation d'une convention de concession a été adopté. Dénommée Convention Katiola Solar Power, pour la conception, le financement, la construction, la détention en pleine propriété, l'exploitation et la maintenance d'une centrale solaire de 50 MW crête. Cette convention a été signée avec la société JC Montfort en décembre 2024 pour une durée de 25 ans. Le coût global du projet, comprenant les infrastructures associées, est évalué à 33 milliards de francs CFA pour une production annuelle de 85,934 MWh. Ce décret approuve les termes de la Convention et engage sa mise en œuvre conformément à la législation en vigueur en matière d'énergie électrique. La Côte d'Ivoire développe activement des centrales solaires photovoltaïques pour diversifier sa production d'électricité et atteindre ses objectifs de transition énergétique. La première centrale, située à Boundiali, a été inaugurée en 2024. D'autres centrales sont en cours de construction ou prévues, notamment à Tengrela, Kong, Serebou, Touba, Odiéné, Mankono, Soubré et Sokoro. Le drame à Atekoubé, un éboulement causé par les pluies de la nuit dernière a fait 6 morts. Une maison s'est effondrée. Secours et autorités se sont rendus sur place dès les premières heures ce matin. Le reportage de Nadja Eja et de Kimo Eric. Sous ces décombres au quartier Nematoulaye d'Atekoubé ont été extirpés ce mercredi 21 mai 6 corps sans vie. Un homme d'une 50aine d'années, 2 femmes adultes, 2 enfants d'environ 7 ans et un nourrisson de 3 mois. Un drame survenu suite à la pluie tombée dans la nuit et qui a causé un éboulement. Vers 3 heures, les gens criaient « Sortez, sortez !» On a eu peur. On a pensé à des voleurs. Or, c'était un monsieur avec sa femme. Ils n'arrivaient pas à marcher, donc on les a aidés. La deuxième maison, le sable avait bloqué la porte. La troisième porte, le monsieur est sorti pour prendre ses ablutions et il est resté dehors et a commencé à crier « Sortez, sortez !» Donc on s'est levé pour sortir et il a dit qu'il y a quelqu'un dans la maison. Il y avait beaucoup de sable. 6 personnes essayaient de faire sortir les gens. Jusqu'à 5 heures, c'est une seule personne qui est sortie. La première maison, il y avait le propriétaire de cour, lui, sa femme et sa fille qui sont restés. Il y a aussi la deuxième maison. Là, il y avait 7 personnes. Dans les 7 personnes, il y a 4 qui sont sortis et il y a 3 qui sont restés sous les décombres. Dès que la situation s'est produite, tout de suite, en tant que voisins, amis, frères, on a tout de suite mis les pieds dans la boue, essayé de les secourir. Alerté autour de 5 heures, le détachement des sapeurs-pompiers d'Abobo a mobilisé matériel et hommes pour une intervention rapide. Une opération délicate qui a duré environ 7 heures. Nous avons engagé 2 engins sanitaires avec un engin pompon. Avec tout le risque d'éboulement, vraiment ça a été une opération très difficile. Puis la recherche sous les décombres avec la boue, c'était très difficile. Mais avec l'apport de l'équipe SINO et l'équipe de sauvetage doublement, nous avons réussi à dégager ces victimes-là et les mettre aux mains des structures compétentes. En plus des 6 personnes décédées,
6 autres blessés ont été dénombrés, portant le nombre de victimes à 12. Des pertes en vie humaine de trop qui emmènent le ministre-gouverneur du district, représenté sur les lieux par les membres du bureau du conseil, à prendre des décisions fermes. Nous avons le résultat souvent de l'inconscience, de la perfidie de certaines personnes qui, malgré les risques encourus, continuent de construire en taillardant les flancs de collines. Vous avez vu vous-même que l'accessibilité de ces sites est impossible. Mais malgré cela, vous avez vu des immeubles. Comment peut-on venir construire, si on est pauvre, un immeuble dans une zone à risque? Et nous voulons que cet incivisme cesse. Et il doit cesser avec une action vigoureuse, qui se fera avec toute l'humanité nécessaire. Nous allons les reloger, les recaser, mais ce quartier et tous ceux qui ont continué et qui continuent, comme vous le voyez, à construire, nous allons les stopper avec la plus grande vigueur. Des instructions ont été données aux services compétents pour que cette décision soit exécutée dans les plus brefs délais. Des campagnes de sensibilisation sont régulièrement menées par le gouvernement pour inviter les populations à quitter les zones à risque. Les leaders d'opinion ont été invités à aider pour ces communications qui visent à préserver des vies humaines. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, en marge d'une séance plénière à l'Assemblée nationale, a réagi à la polémique suscitée par le partenariat entre la compagnie aérienne Corsair et des institutions dont l'Assemblée nationale. Le président de la Chambre basse du Parlement a dénoncé la sortie de certains députés de l'opposition. On l'écoute à ce propos. Des députés ont bien utilisé cette convention pour voyager par Corsair. Je peux donc noter que ce n'est pas bien sûr, j'ai les noms, j'ai les biais, que des députés qui aient bénéficié de cette convention fassent un communiqué pour se dessaisir, pour se désolidariser d'un engagement que j'ai pris avec le bureau de l'Assemblée où toutes les sensibilités politiques sont représentées. On ne peut pas me faire un procès quand je cherche à améliorer le bien-être des députés. Je pense que tous ensemble, nous avons bâti pendant ces 3 années non seulement une relation fraternelle, une relation d'amitié, mais tout s'est fait dans la transparence. Je n'ai jamais rien fait sans associer les représentants ès-qualité des différentes sensibilités. Jamais. Direction à présent le siège du parti au pouvoir où les préparatifs du 2e congrès ordinaire avancent. Ce mercredi, les cadres du parti ont fait le point lors de la tribune Les rendez-vous du RHDP. L'occasion aussi de revenir sur l'actualité politique du moment. Le reportage de Salifi Alekoué et de Kimou Eric. Pour ce rendez-vous du RHDP dédié au prochain congrès, plusieurs ministres et cadres du parti étaient au rendez-vous, notamment le secrétaire exécutif du parti, Ibrahim Cissé Bakongo, le porte-parole principal, Kobenan Kwasi Adjoumani, et son adjoint Mamadou Touré, le président du comité d'organisation Amédée Kwaku, la présidente du comité scientifique, professeur Mariatou Koné. Il s'agissait de présenter à la presse les grands axes de ce congrès que ces acteurs envisagent historiques. Le samedi 21 juin, ce sera donc l'ouverture du congrès au parc des expositions de Port-Boué, où on attend environ 7000 congressistes. Le dimanche 22 juin, au stade Alassane Ouattara de Bempé, donc on va donc faire un très grand rassemblement d'au moins 70 000 personnes. Pour nous, c'est un congrès qui se veut historique pour le RHDP. Historique parce qu'il s'agit de mieux affûter nos stratégies pour la confirmation de notre leadership dans le paysage politique national. Historique parce que ce congrès permettra de faire le bilan qualitatif de notre parti. Le porte-parole du parti au pouvoir pour sa part s'est félicité du climat de paix et de sécurité dans le pays. Il en veut pour preuve les grands événements de ces dernières semaines avec le pays, notamment le CEO Forum, le prix Félix Houphouët-Boigny jeudi, les assemblées annuelles de la BAD et même le salon de l'agriculture et des ressources animales qui s'ouvre dans quelques jours. Toutes choses qui dénotent de la vitalité et l'attractivité de la Côte d'Ivoire. Les conclusions de la 12e édition de l'Africa CEO Forum et les événements que nous venons de rappeler viennent nous donner
des indicateurs sur la perception de notre pays par la communauté des hommes et des femmes d'affaires du monde entier. Ces résultats viennent surtout confirmer la promesse faite par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à savoir que les élections prochaines seront apaisées, transparentes et crédibles. Les militants du RHTP ont été invités à se mobiliser à toutes les étapes de ce deuxième congrès. Allons à présent à Yopougon Cosmos, où l'agence digitale intégrée Kipus centralise les démarches liées au titre de transport, permis de conduire, carte grise, carte de transport. Objectif, réduire les délais, éviter les déplacements multiples. Mais comment ça fonctionne? Les usagers de la route en sont-ils aussi satisfaits? Le reportage de Moussani Kema, Mina Touré et de Cheikh Bleu. À l'agence digitale intégrée de Kipus Cosmos, tout est pensé pour aller vite et en quelques clics. Pour avoir accès au centre digital, il faut obligatoirement prendre rendez-vous. Donc sur cette tablette-là, on va vérifier que l'usager a pris effectivement son rendez-vous afin qu'il puisse avoir accès à la salle. On va en fonction de sa demande le rediriger. Donc il faut savoir qu'on a deux redirections. Il y a l'usager qui a déjà fait sa formalité en ligne et il y a aussi l'usager qui prend uniquement le rendez-vous, qui vient ici pour pouvoir faire sa formalité. Ici, permis de conduire, carte grise et carte de transport se traitent sans perte de temps. La chef d'agence nous explique les objectifs de cette structure digitale. Ce service est ouvert afin de faciliter la prise en charge des usagers, de faciliter le parcours client, être à proximité de nos usagers, d'optimiser sur le délai de traitement des titres, d'optimiser sur le délai de délivrance des titres de transport aussi. Et pour les usagers les plus autonomes, l'agence a prévu un espace libre-service, une option simple, rapide et sans rendez-vous. Le self-service est mis en place pour les usagers très autonomes qui sont très à l'aise avec l'outil informatique. Voilà, donc quand ils viennent, il faut dire aussi que le self-service n'est pas fermé. Donc peu importe l'heure d'ouverture de l'agence, l'usager peut venir rentrer dans le self-service, faire sa demande de formalité et rentrer le temps de pouvoir récupérer son titre de transport. Le client, il peut consulter le détail de ses infractions. Il peut aussi voir le capital de points sur son permis de conduire. Il peut aussi vérifier le parcours de ses titres en attente. 50 personnes accueillies par jour. Sur place, les usagers apprécient la rapidité du service. Je suis arrivée, l'accueil a été chaleureux, m'ont bien reçu. Les minutes qu'ils m'ont demandé là, j'ai attendu, c'est arrivé, je suis arrivée, j'ai pris mon permis. J'ai pris un rendez-vous en ligne. Non, je suis partie, ils ont tapé, j'ai pris le rendez-vous. Je trouve que c'est plus simple en fait. Le plus simple, puisque se déplacer, c'est un peu fatigant. Donc le téléphone, pour faire avec le téléphone, c'est très bon. La dame m'a accueilli très bien. La dame a fini m'accueillir, m'a demandé le dossier, donné les dossiers. On appelle le dossier, elle a essayé d'enregistrer, me donner les reçus. C'est pas de l'autre côté à la caisse. On a la caisse, maintenant on m'a dit de passer à midi. Je suis passé à midi, réellement, j'ai eu mon permis. En tout cas, c'était bien passé. C'est bien passé. Plus fluide, plus efficace, cette agence marque un tournant pour les services du ministère des Transports. Et avec l'ouverture prochaine de nouvelles agences digitales, l'administration continue d'avancer vers une nouvelle ère, plus connectée et plus proche des citoyens. À Bobo, ce mercredi, on célébrait l'excellence. La mairie a récompensé les meilleurs élèves dans le cadre du festival scolaire des arts et de la culture, mais aussi les lauréats des Olympiades de français et de mathématiques, comme nous le montre Faltia Koulibaly dans cet élément. Esplanade de la mairie d'Abobo. Moment de fierté et d'émotion, la cérémonie de remise des prix du festival scolaire des arts et de la culture d'Abobo, FESAC A, ainsi que des Olympiades de français et de mathématiques, une initiative portée par la mairie pour célébrer l'excellence académique. Parmi les 765 élèves inscrits, issus de classes de CM2, 3e et terminale, seuls 15 lauréats ont vu leurs efforts couronnés. Parmi ces brillants esprits, 2 noms retiennent particulièrement l'attention, Marc, qui s'est illustré en décrochant le premier prix en mathématiques, et Amandine, sacrée meilleure élève scientifique,
dans la catégorie féminine. C'est un sentiment de joie, on va dire de fierté vis-à-vis du prix que je viens de recevoir. Cette expérience m'a appris tout simplement à d'abord être confiant vis-à-vis des épreuves auxquelles j'ai fait face. Avec ce prix, le bac représente grand chose pour moi. Ici, j'ai eu au minimum une visibilité. Donc je sais qu'avec une bonne mention au bac, je pourrais m'en sortir avec une bourse. Candia Camara, maire de la commune d'Abobo, a encouragé les lauréats et promis l'accompagnement de la mairie à tous ceux qui se distingueront par leur travail. Continuez dans cette voie. Restez toujours parmi les meilleurs et préparez-vous à assurer la relève dans notre cité ici à Bobo, mais aussi et surtout en Côte d'Ivoire. Quant à ceux qui n'ont pas été primés cette année, je vous encourage à redoubler d'efforts pour faire partie des lauréats lors de la prochaine édition. À travers cette cérémonie, la mairie d'Abobo réaffirme son ambition, faire de l'éducation et de la culture les piliers d'un avenir pour sa jeunesse. En récompensant l'effort, le talent et la persévérance, la commune envoie un message fort, la culture du mérite. Et un message de paix à travers le cinéma en cette année électorale. Le réalisateur Billy Sagbo lance une tournée nationale avec son film Cohésion, objectif sensibiliser à la paix et à l'unité. La première projection s'est tenue au plateau et en présence de Moussa Nikema et de Kimo Eric. Je veux que tu présentes mes sincères excuses à mon neveu ainsi qu'à sa mère. Cohésion, un long métrage d'1 h 27 minutes qui vise à promouvoir la cohésion sociale en Côte d'Ivoire à quelques mois des élections présidentielles. Réalisé par Billy Sagbo, ce film veut insister sur les valeurs fondamentales que sont le pardon, la paix durable et le vivre ensemble. Mais rien n'est possible sans la paix, rien n'est possible sans la cohésion sociale. Donc à 16 heures, perdu, nous voyons un peu de tension, nous attirons l'attention de tout un chacun, que ce soit ceux qui nous gouvernent, que ce soit les citoyens lambda, que la cohésion sociale est bienvenue. Par ce film, c'est à plusieurs niveaux. Il y a ceux qui sont sexagénaires, il y a la jeunesse, il y a aussi ceux qui sont un peu jeunes et les plus jeunes. Vous voyez, nous avons mis tout dans le film pour que tout le monde soit concerné, tout le monde puisse participer à la construction de cette nation, mais en passant toujours par la cohésion sociale. Pour véhiculer son message, une grande tournée de sensibilisation dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire, dont la première a été faite en présence des chefs de communauté. Nous avons regardé ces films. Nous avons vu que de son début jusqu'à la fin, c'est la paix, le pardon qui est son fil conducteur. Le film ne parle pas d'élection, mais son message et les valeurs qu'il véhicule sont au-delà des problèmes électoraux. L'objectif du film, c'est de faire une tournée dans les 31 régions, d'apporter notre pierre à l'édifice pour que vraiment dans ces périodes de crispation que le pays rencontre, on puisse vraiment donner notre pierre à l'édifice pour qu'il y ait la paix, la cohésion et l'union après tout ce qui va se passer après les élections en fait. Cette diffusion n'était qu'une première. Le comité de production entend faire une grande tournée nationale des 31 régions que compte le pays en vue de partager les notions de paix et de cohésion sociale. Je vous le disais en titre, à l'étranger, le Burundi enregistre une arrivée record de réfugiés venus de l'Est de la RDC. Les camps sont sous pression, l'aide américaine diminue. On écoute le récit de Nadja Ejar. Judith est réfugiée congolaise au Burundi. Âgée de 38 ans, elle vit dans ce campement de réfugiés de Moussénii avec ses 8 enfants. Une vie bien précaire qu'elle a du mal à supporter au quotidien. Nous menons une vie pleine de problèmes. Ce n'est pas une vie épanouissante. Je suis mère de 8 enfants et nous dormons tous ici. La vie ici n'est pas bonne, elle n'est pas satisfaisante. Comme Judith, de nombreux réfugiés originaires du Congo arrivent dans ce camp. Le Burundi, l'un des pays les plus pauvres du monde, fait actuellement face à l'afflux de réfugiés le plus important depuis 25 ans. Un nombre croissant de réfugiés que gèrent difficilement les responsables de ce camp. Comme on a déjà dépassé le nombre prévu, les problèmes se multiplient.
Par exemple, la gestion des sites devient de plus en plus difficile. Par exemple, vous voyez, à côté de vous, il y a des maisons construites en dur. Mais là-bas, vous voyez que ce sont des maisons en hangar. Il y a des personnes qui sont venues avec des problèmes. Il y a ceux qui vivent avec les maladies. Donc vivre dans les hangars communautaires, ça devient difficile. Ça devient un problème majeur. Si l'afflux de réfugiés ne facilite pas la tâche, la réduction de l'aide, en particulier celle du gouvernement américain, n'arrange pas les choses. L'afflux en provenance du Congo, qui s'ajoute aux difficultés économiques déjà existantes au Burundi, devient difficile à gérer. La communauté internationale ou la communauté humanitaire elle-même est mise à rude épreuve. Le Programme alimentaire mondial a réduit la ration alimentaire destinée aux réfugiés, qui pose déjà un problème majeur. Face à cette triste réalité, ce représentant de l'organisation humanitaire Save the Children alerte. Sans financement supplémentaire ni aide supplémentaire, il existe un risque de voir apparaître davantage de mécanismes d'adaptation secondaires ou négatifs au sein de ces populations. Nous pouvons constater une augmentation du nombre de filles qui abandonnent l'école, sont enceintes ou se marient très jeunes afin de survivre. Nous avons même eu des décès dus à la faim et au manque de nourriture, voire au manque de médicaments et d'équipements ou d'installations sanitaires ou de médicaments dans les hôpitaux et les établissements de santé. Déjà, la nourriture se fait de plus en plus rare et les services de santé sont saturés, augmentant le risque de propagation de maladies mortelles telles que le choléra. Les organisations humanitaires estiment à 76,5 millions de dollars le financement nécessaire pour protéger et aider les 90 000 réfugiés congolais qui devraient arriver au Burundi entre mars et septembre 2025. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 19h50 Alassane Rabo. Bonne soirée à toutes et à tous.